Dans cette séquence vidéo, nous allons nous intéresser aux conséquences de l'héritage sur les constructeurs, c'est-à-dire l'initialisation, et les destructeurs. Nous avions vu dans une séquence vidéo précédente sur les constructeurs que lors de l'instanciation d'une sous-classe, il nous fallait initialiser les attributs. C'est ce que nous faisions donc par exemple quand on déclare une instance R de la classe rectangle, en passant donc par exemple la largeur et la hauteur. Ceci était fait donc au moyen d'un constructeur qui était donc en charge d'initialiser les attributs. Mais si la classe rectangle hérite d'une classe figure géométrique, alors la classe rectangle reçoit l'ensemble des attributs de la classe figure géométrique. Et donc les constructeurs de la classe rectangle ont pour charge d'initialiser les attributs de la classe rectangle, y compris les attributs hérités de la superclasse figure géométrique. Cependant, ce ne doit pas être le concepteur de la classe rectangle qui doit lui-même initialiser les attributs de la classe figure géométrique. Il serait peut-être même bien incapable de le faire si la superclasse avait des attributs privés. Il ne pourrait pas y accéder. Et donc, comment le concepteur de la sous-classe rectangle peut-il initialiser les attributs de la superclasse figure géométrique? Pour cela, il doit faire appel dans le constructeur de rectangle au constructeur de la classe figure géométrique. L'initialisation des attributs hérités doit se faire en appelant les constructeurs des superclasses dans le constructeur des sous-classes. Voyons comment tout ceci s'écrit en C++, d'abord d'un point de vue général, puis ensuite en l'illustrant sur un exemple. L'appel au constructeur de la superclasse depuis le constructeur de la sous-classe se fait dans la partie liste d'initialisation, cette partie qui commence par deux points, qu'on appelle aussi parfois section deux points, qui est juste entre l'entête de la sous-classe et sa définition. Concrètement donc, juste après l'entête du constructeur de la sous-classe, dans la section deux points, vous commencerez par faire un appel au constructeur de la superclasse que vous souhaitez appeler, donc vous passerez les arguments dont vous avez besoin, et donc bien sûr le constructeur de la superclasse a le même nom que cette superclasse. Ensuite donc avec une virgule, exactement comme on initialisait les différents attributs, vous aurez donc la suite de la liste d'initialisation qui initialisera les attributs. Voyons donc un exemple concret avec ici donc la classe rectangle qui hérite de la classe figure géométrique. Donc on a défini une classe figure géométrique qui, je vous rappelle, a un attribut position que l'on aura donc mis ici en protected, et puis qui par exemple a donc un constructeur qui reçoit deux coordonnées x et y pour pouvoir initialiser la position. Donc ici dans la liste d'initialisation du constructeur figure géométrique, on a l'initialisation de son attribut position. Maintenant regardons donc le constructeur de la sous-classe rectangle. Le constructeur de rectangle va prendre, comme d'habitude, deux paramètres L et H pour initialiser sa largeur et sa hauteur, comme on l'avait fait avant l'héritage. Mais il prendra en plus deux paramètres X et Y, on a décidé ici de les mettre en premier, mais ce n'est pas du tout nécessaire, pour pouvoir initialiser la position de la figure géométrique au travers de l'appel de ce constructeur de figure géométrique qui prend deux paramètres. Et donc le constructeur de rectangle aura ces quatre paramètres, et puis ensuite dans la section liste d'initialisation, un appel au constructeur figure géométrique, ici on a choisi l'appel à deux paramètres, et puis derrière, avec une virgule, la liste d'initialisation de ses propres attributs. Ici, nous avons fait un appel explicite à un constructeur de la classe figure géométrique. Bien entendu, si la classe a un constructeur par défaut, il n'est pas nécessaire de faire une invocation explicite de ce constructeur. Un constructeur par défaut, je vous rappelle, c'est un constructeur qui n'a pas besoin d'argument, c'est le constructeur qui est sans argument. Et dans ce cas-là, alors à ce moment-là, il n'est pas du tout nécessaire de rajouter explicitement l'appel au constructeur. C'est le compilateur qui va se charger d'invoquer automatiquement le constructeur par défaut. Mais on aura de toute façon un appel au constructeur, ce sera l'appel au constructeur par défaut. Par contre, évidemment, si la classe n'a pas de constructeur par défaut, alors il faut évidemment invoquer explicitement un de ces constructeurs, sinon le compilateur ne saura pas quoi faire. Il veut absolument appeler un constructeur de la superclasse. Si cette superclasse n'a pas de constructeur par défaut, il faut absolument utiliser un constructeur explicite qui doit être présent et donc faire un appel explicite dans la section de points, dans la liste d'initialisation du constructeur de la sous-classe.
Et donc bien sûr, la sous-classe elle-même doit avoir un constructeur explicite, puisqu'il faut bien un endroit où écrire cet appel explicite au constructeur de la superclasse. Si maintenant notre figure géométrique donc avait un constructeur par défaut, il n'était donc pas nécessaire de faire cet appel explicite à un constructeur, et donc on aurait plus simplement ne pas l'écrire. Donc voici un autre exemple qui est différent du précédent, où la classe figure géométrique a un constructeur par défaut par défaut. Regardons ce qui se passe dans ce cas. Ici, nous avons donc le constructeur de la sous-classe rectangle qui, donc, dans sa liste d'initialisation, ne fait pas explicitement appel au constructeur de la superclasse dont elle hérite, figure géométrique. Ceci est possible parce que la classe figure géométrique a un constructeur par défaut. On suppose ici qu'on n'a pas écrit de constructeur, et donc elle a le constructeur par défaut, fourni par défaut par le compilateur. Et donc il y a bien ici, au début du constructeur de la sous-classe rectangle, quand même un appel au constructeur par défaut de la sous-classe figure géométrique. A noter que nous avons ici deux fois un appel à un constructeur par défaut, puisque ici la classe figure géométrique, elle a une position comme attribut, mais comme on n'a pas explicitement écrit de constructeur, c'est le constructeur par défaut qui est fourni par défaut par le compilateur, lequel va appeler les constructeurs par défaut de chacun des attributs. Et donc ici, donc, le constructeur par défaut appelle le constructeur par défaut de position. Et donc pour résumer, l'appel au constructeur de rectangle, par exemple, si je faisais une déclaration comme ceci, rectangle R3, 4, appellera le constructeur de rectangle, ici en passant 3 et 4 comme paramètres, et commencera par appeler le constructeur par défaut fourni par défaut par le compilateur de la classe figure géométrique, lequel appellera le constructeur par défaut de position. Je suppose ici que position est une classe, et qu'il y a donc soit un constructeur par défaut, soit un constructeur par défaut explicitement écrit. On aura donc en premier une construction par défaut de position qui terminera la construction par défaut de figure géométrique et qui donc permettra ensuite au constructeur de rectangle de continuer à initialiser ses autres attributs. Nous allons revenir en détail dans un instant sur l'ordre d'appel des constructeurs dans une hiérarchie d'héritage. Mais au préalable, je voudrais insister sur une remarque. Il n'est pas nécessaire d'avoir des attributs supplémentaires dans la sous-classe. Par exemple, si nous avons un carré qui est un rectangle, qui est une certaine sorte de rectangle, un carré est un rectangle qui a simplement la largeur égale à la hauteur, alors on ne va pas introduire dans la sous-classe carré d'attributs supplémentaires, mais on peut quand même, dans le constructeur de carré, et il faudrait le faire ici, on peut quand même donc dans le constructeur d'une sous-classe qui n'introduit pas de nouveaux attributs, faire un appel, avoir besoin de faire un appel au constructeur de la superclasse. Regardons cet exemple en détail. On dit donc qu'un carré est un rectangle. Dans la classe rectangle, nous avons comme d'habitude les attributs largeur et hauteur, lesquels sont donc hérités dans la classe carré, et simplement on dira que carré est un rectangle où la largeur est égale à la hauteur. Et on ne rajoute rien de plus, on ne change rien d'autre à carré. Donc on va simplement déclarer la classe carré comme étant une sous-classe de la classe rectangle. On ne va rien lui ajouter de particulier, je reviendrai avec une remarque finale dans un instant, mais simplement on va forcer donc son constructeur à prendre ici une seule taille, la taille du côté d'un carré, et à donc faire appel ici au constructeur de la superclasse, en demandant au constructeur de la superclasse d'avoir la hauteur et la largeur qui sont de même taille, et on n'ajoutera rien dans le corps du constructeur de la sous-classe de la classe carré. Voilà, et c'est tout simplement donc ces trois lignes ici, on n'a rien besoin d'ajouter, permettront d'avoir donc un carré qui est un rectangle dans lequel la construction oblige la largeur et la hauteur à être égales. Alors, quand on dit que c'est tout et qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, bien sûr, si au niveau de rectangle, nous avions une méthode qui serait par exemple une méthode cette hauteur ou une méthode cette largeur, alors ces deux méthodes seraient héritées par carré, et là, à ce moment-là, il faudrait bien sûr aussi les redéfinir pour obliger cette hauteur et cette largeur à continuer de garder hauteur et largeur égales. Donc on pourrait par exemple faire quelque chose comme ceci au niveau du carré, en spécialisant donc la méthode cette hauteur, laquelle dans carré va masquer celle de rectangle, et qui donc bien sûr mettrait la hauteur
aux paramètres qu'elle a reçus, mais en plus, et c'est ça qui est nouveau par rapport à rectangle, en plus obligerait la largeur à être égale à cette nouvelle hauteur. C'est donc cette ligne supplémentaire qui serait ici rajoutée dans la spécialisation de carré, et on ferait la même chose pour cette largeur, bien entendu. Pour résumer à ce stade, donc, chaque constructeur d'une sous-classe doit appeler un des constructeurs de la superclasse, et cet appel doit se trouver en premier dans la liste d'initialisation. Mais que se passe-t-il si l'on oublie de faire explicitement appel à un des constructeurs de la superclasse? Alors, le constructeur de la sous-classe appelle automatiquement le constructeur par défaut de la superclasse. Et évidemment, si la superclasse n'a pas de constructeur par défaut, à ce moment-là, il y aura une erreur de la part du compilateur. J'en profite pour vous rappeler que donc le constructeur par défaut, c'est-à-dire le constructeur qui ne prend pas d'argument, est un petit peu particulier en ce sens que si on ne l'écrit pas, on a par défaut une version qui est fournie par le compilateur de ce constructeur par défaut, et que dès que l'on écrit un autre constructeur, alors le constructeur par défaut n'existe plus, et si on veut un constructeur par défaut, il faut à ce moment-là le réécrire. Donc pour éviter tout problème lorsqu'on fait de l'héritage, dans un premier temps, je vous conseille de toujours déclarer au moins un constructeur et de toujours faire un appel explicite à un des constructeurs de la superclasse dans la sous-classe. Même si c'est le constructeur par défaut que vous voulez appeler, vous pouvez quand même l'écrire explicitement. Ce sera plus clair dans un premier temps. Voilà, ceci conclut cette première partie sur les conséquences de l'héritage sur les constructeurs. Dans la seconde partie, nous reviendrons en détail sur l'ordre d'appel des constructeurs dans une hiérarchie de classes, et puis nous vous donnerons encore quelques compléments.